Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Express Orient. Nous irons dès le début de cette émission au Liban où des milliers de soldats renoncent à leur engagement, faute de salaire convenable. Nous partirons ensuite pour la terre des pharaons, une histoire millénaire trop souvent racontée par des étrangers. Les Égyptiens veulent aujourd'hui se réapproprier ce récit. Puis l'Égypte, terre de naissance d'Oum Keltoum, l'astre d'Orient fascine toujours. La journaliste Nadia Troubi Safsaf lui consacre un roman graphique. Que reste-t-il à un État si l'armée elle-même s'effondre ? Jamais la détresse des soldats libanais n'a été aussi profonde. La crise économique frappe la population dans son ensemble, civile et militaire. Notre correspondant à Beyrouth, Serge Berberi, a recueilli le témoignage de 2 membres des forces de sécurité. L'un a préféré déserter, l'autre porte toujours l'uniforme, mais doit aussi travailler en parallèle. Il y a 2 ans, Patrick désertait les forces de sécurité de l'État. Une unité spéciale chargée d'enquêter sur des crimes de moyenne et de grande délinquance. Il vit aujourd'hui avec sa mère malade dans un appartement qu'il loue à l'ouest de Beyrouth. La situation au Liban a rendu la vie très difficile pour les militaires. Nos salaires ne valent plus rien. On n'a plus accès à la sécurité sociale. J'ai été contraint de m'enfuir. Et la chose la plus difficile, c'est de trouver un emploi, car personne ne voudra embaucher un déserteur. Grâce à Dieu, j'ai trouvé un boulot, mais je ne peux pas voyager car mes supérieurs détiennent mon passeport et ma carte d'identité. Je risque gros si je me fais contrôler à un barrage routier. Ça me rend anxieux. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la fuite ? Ça fait plus de 6 mois que j'y pensais. Prendre une décision pareille n'a pas été facile, surtout après 10 années de service au sein des forces de sécurité. C'est toute une vie. J'étais en mission le jour où j'ai décidé de prendre la fuite. Mon collègue s'est fracturé le bras. Je l'ai amené à l'hôpital pour se faire soigner. J'ai dû payer de ma poche, bien que l'incident se soit produit pendant les heures de travail. Par crainte d'être arrêté et sanctionné, Pierre a choisi la voie légale pour quitter les forces de sécurité intérieure. Mais sa requête de démobilisation a été rejetée. Faute de pouvoir revaloriser son salaire de 50 €, ses supérieurs l'autorisent à cumuler 2 emplois. Pierre occupe ainsi à mi-temps un poste de livreur de fruits et légumes chez ce primeur de quartier. Personne n'est motivé à travailler. Je dois payer mes frais de santé même pour une simple grippe. Le médicament le moins cher coûte 20 €. Avec 2 salaires, j'ai à peine de quoi manger. Est-ce que tu envisages de prendre la fuite ? Non, grâce à Dieu, j'ai trouvé un second boulot et ma sœur qui vit à l'étranger m'aide aussi. L'effondrement socio-économique au Liban pèse lourd sur le moral des troupes. Plusieurs cas de suicide ont été enregistrés ces derniers mois. Une polycrise qui touche aussi les militaires à la retraite. Ils manifestent régulièrement pour réclamer une revalorisation de leur pension. Ces scènes d'affrontement entre anciens combattants et soldats en service illustrent le marasme qui fait chanceler l'appareil sécuritaire de l'État libanais. Partons maintenant pour la terre des pharaons, la civilisation égyptienne. Des Français, des Britanniques, des Allemands y ont dédié leur vie et leurs recherches. Mais les Égyptiens eux-mêmes ont aussi largement contribué à ce rayonnement. Absents des récits historiques, ils veulent aujourd'hui se réapproprier leur histoire. Édouard Dropsy s'est rendu dans le temple de Karnak près de Luxor. Voici son reportage. Ces ruines, Luc Gabold les arpente depuis 40 ans. Co-directeur du centre franco-égyptien d'études du temple de Karnak, il en connaît chaque recoin. On est à l'intérieur de la grande salle hypostyle ramesside, qui a été commencée par Séti Ier, le père de Ramsès II, et achevée par Ramsès II. Et pour l'instant, il y a une grande opération de nettoyage des peintures qui a été entreprise par le service des antiquités de l'Égypte et qui donne des résultats absolument magnifiques. Comme ses collègues égyptiens, sa mission est de restaurer, étudier, préserver ce patrimoine millénaire qui réserve encore des mystères. Alors on fait toujours des fouilles. La première raison, par exemple, c'est qu'on ne sait pas de quand date la plus ancienne implantation du temple. On dit qu'il y a des implantations d'époque prédynastique vers 3500 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est encore à prouver. Donc on fait des fouilles dans ce sens-là. Si pendant longtemps les Français, les Britanniques et les Allemands ont eu la haute main sur l'égyptologie, aujourd'hui, l'État égyptien fixe désormais les objectifs. Allez, docteur Ahmed. Bonjour, docteur Ahmed. Comment allez-vous ? C'est une belle journée. Ahmed El Taher dirige lui aussi cette mission archéologique franco-égyptienne.
Il a fait ses études en Égypte et aussi à la prestigieuse université d'Oxford. Il fait partie d'une nouvelle génération de spécialistes et s'il est fier de travailler en coopération avec les scientifiques français, il tient à rappeler l'importance des Égyptiens dans cette discipline. Il y a de nombreux Égyptiens qui ont fait de grandes découvertes. Bien sûr, de nos jours, le nombre d'égyptologues égyptiens devient plus important. Nous sommes célèbres et nous pouvons de nous-mêmes faire ce travail. Avec des milliers d'artefacts retrouvés chaque année en Égypte, les scientifiques ont encore de longues années de recherche devant eux, pour le plus grand bonheur des curieux, venus du monde entier. Elle est aussi l'une des merveilles d'Égypte, la 4e pyramide éternelle, comme les pyramides de son pays, Keltoum, surnommée aussi l'astre d'Orient. Sa voix, son nom, habite toujours les cœurs. La diva fascine toujours autant. Pour preuve, ce roman graphique que l'on vous doit. Nadia Troubi-Safsaf, bonjour à vous. Vous avez signé cet ouvrage que je vais présenter à l'instant, illustré par Shadia Loues-Lati. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Une toute première question très simple. Comment vous est venue l'idée de consacrer un roman graphique à Keltoum ? Alors justement, j'étais partie à la rencontre de cette illustratrice franco-tunisienne, Shadia Loues-Lati, et on a eu un coup de foudre amical. Je devais l'interviewer, puis ça a très bien matché entre nous. Et on s'était dit qu'on se reverrait, qu'on travaillerait ensemble. Et on dit souvent ça, mais là on l'a fait. Et donc je suis revenue avec dans mes bagages, parce qu'elle habite en province, un projet sur la révolution tunisienne, puisque nous sommes toutes les deux d'origine tunisienne. Et voilà, elle me dit la révolution tunisienne, c'est un sujet un peu lourd. Moi, j'ai pensé à un autre sujet, Keltoum. Et ça m'a fait tilt tout de suite. Je me suis dit, mais oui, il faut faire Keltoum. Parce qu'on a toutes les deux baigné dedans. C'était un peu une valeur sûre parce que Keltoum, dans les familles de culture arabe, d'héritage arabe, Keltoum est un grand classique. Vous l'avez vous-même vécu ? Voilà, c'est ça, c'est notre Madeleine de Proust. C'est tous les dimanches, on y avait le droit et Shadia avait les mêmes souvenirs que moi. On avait les mêmes souvenirs, donc déjà ça nous a parlé à toutes les deux et on s'est dit mais c'est fou, il y a plein de gens qui la connaissent, mais on ne sait pas comment Keltoum est devenue Keltoum. Donc on a voulu raconter comment elle est devenue ce qu'elle est devenue. C'est pour ça que vous survolez, parce que à travers cet ouvrage, voici quelques extraits de ce roman. Finalement, vous partez un peu du début jusqu'à la fin. Vous ne vous concentrez pas sur un épisode de son histoire. Vous essayez de retracer l'intégralité de sa vie. Ce qui était important pour nous, en tout cas moi dans le scénario, c'était de raconter comment elle était devenue cette icône mondiale. Et moi je ne savais pas, c'est vraiment en faisant ces recherches que j'ai découvert qu'elle avait été par exemple travestie en garçon pour pouvoir chanter, parce qu'elle part du chant sacré pour arriver au chant profane. Et on explique que les femmes ne pouvaient pas, en tout cas à cette époque-là, réciter le Coran en public, et c'est pour ça qu'elle se déguise en petit garçon. En petit garçon, enfin, son père l'oblige à se déguiser en petit garçon, mais ça dure dans le temps. C'est-à-dire qu'elle va devoir batailler contre son père pour pouvoir se dévoiler, entre guillemets. Et elle a été chef de file de la musique arabe, elle a vraiment transcendé. C'était une paysanne qui devient donc Kirote, qui a une belle maison au Caire. Elle était femme dans un milieu d'hommes. Elle a vraiment dépassé toutes les injonctions déjà de la société. Donc c'est vraiment, aujourd'hui on parle souvent de femmes puissantes. Je trouve souvent que le terme est galvaudé, mais Keltoum était une femme puissante. Elle a effectivement tenté de s'extirper de ce patriarcat. Elle a aussi pu imposer une clause de divorce dans son contrat de mariage. Donc, à vos yeux, c'était aussi peut-être une précurseur dans le combat féministe ? Oui, mais pour moi, aujourd'hui, on parle d'empowerment, on parle de... Mais Keltoum, elle avait déjà compris ça, mais avec en plus une intelligence. C'est-à-dire qu'elle imposait ses choix au fur et à mesure sans jamais les justifier. C'est-à-dire qu'elle disait, c'est comme ça. Et comme elle avait une forte personnalité, beaucoup de charisme, et les gens suivaient en fait. Elle n'avait pas besoin de se justifier sur pourquoi, comment. Et ça, moi, je suis fascinée parce que je suis incapable. Alors, j'imagine que vous avez eu pas mal d'informations, de récits de sa vie de la part de vos parents. Mais comment est-ce que vous vous êtes vous-même documenté ? Parce que, par exemple, vous évoquez très rapidement sa vie intime. On sait simplement qu'elle s'est mariée à l'âge de 53 ans, mais sa vie intime a nourri beaucoup de rumeurs, sa sexualité notamment. Est-ce que vous avez réussi à percer le mystère sur cette question-là ou pas du tout ? Non, j'ai pas voulu. Alors, j'ai eu moi aussi accès à beaucoup de rumeurs sur sa sexualité, mais beaucoup me disaient, mais tu sais, c'est une icône LGBT en Égypte, c'est pas pour rien. Et c'est vrai que je me suis posé la question morale de dire, est-ce que c'est à moi de
de sous-entendre ou de faire un coming out si elle ne l'a pas fait de son vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, on n'a aucune trace écrite. Ce sont des rumeurs, en fait. Ce sont des rumeurs. Est-ce qu'elle s'est mariée sur le tard pour ça? Je ne sais pas. En tout cas, elle s'est mariée. Elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle s'est mariée tardivement avec son médecin. Mais c'est vrai que mais finalement, ça participe à l'aura du personnage. Tout ce mystère, rester elle est énigmatique et elle en jouait. Dire qu'on pense souvent qu'elle avait des lunettes noires parce qu'elle voulait dérober son regard aux gens. Pas du tout. C'est parce qu'elle était malade. Elle avait des problèmes, de yeux. Et du coup, ça a forgé tout un personnage. Et l'histoire avec son foulard, qu'elle utilisait son foulard. Mais pareil, c'est parce qu'elle était très stressée. Et donc, elle avait besoin de triturer quelque chose. Donc voilà. Et en même temps, je vous dis, elle crée ce personnage fantastique. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas envie, est-ce qu'on n'adule pas ce qu'on connaît mal, en fait? Merci beaucoup, Nadia Troubi-Safsaf. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Keltoum, naissance d'une diva, un roman graphique illustré par Shadia Loueslati. Je vous présente maintenant Feda. Elle est la toute première présentatrice générée par une intelligence artificielle. Elle a fait son apparition sur le compte Twitter du site d'actualité Koweït News. أنا فضة. أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة كويت نيوز الإعلامية. ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها؟ لنسمع آراءكم. Voilà, le rédacteur en chef de ce média dit vouloir proposer, je le cite, du contenu nouveau et innovant. Si ce projet est encore en phase de test, il fait évidemment réagir et surtout pose question. Je vous laisse en tous les cas seul juge, mais une chose est sûre, un journaliste en chair et en os, c'est mieux tout de même, non? Voilà, on va se quitter là-dessus. Merci de votre attention. Restez avec nous sur France 24, l'information continue. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com. Il y a 20 ans, les États-Unis et leurs alliés envahissent l'Irak. Un mensonge d'État qui provoque la mort de centaines de milliers de personnes. Les terroristes d'Al-Qaïda tentent de recruter des résidents perdus entre deux feux, puis c'est au tour de l'État islamique de profiter du chaos. Aujourd'hui, nos reporters sont sur place à Falloujah pour rencontrer ces habitants du fameux triangle sunnite qui ne peuvent oublier ces années de violence. Billet retour à Falloujah, à voir sur France 24 et France24.com. Super maniable, hein. Par contre, les enfants ont dû laisser des miettes et j'ai peut-être heurté un poteau en reculant. Du coup, je vous laisse la caution. La météo avec Carrefour Location. Une large sélection de véhicules pour tous les besoins et budgets. Carrefour, bien plus que des courses. Regardez la météo avec Multivite 4G. Mettez du soleil dans votre journée. C'est top. Multivite 4G de Forte Pharma. Fortez-vous mieux.